Bonjour à tous, je m'appelle Simon, je suis interne en pharmacie à Clermont-Ferrand et je vous propose de faire un topo sur les antidiabétiques oraux et les insulines. Avant qu'on revoie ensemble les différentes thérapeutiques qui existent, on va tout d'abord faire un petit rappel sur la régulation normale de la glycémie. Lorsque vous mangez, vous allez apporter des sucres qui vont être sous forme de polysaccharides tout d'abord, et pour pouvoir être absorbés et digérés, ils vont devoir être préalablement coupés en monosaccharides. Et ça va se faire grâce à une enzyme qui est l'alpha-glucosidase. La glycémie sanguine va alors augmenter, ce qui va être détecté au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas et favoriser la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone hypoglycémiante. Et parallèlement, la sécrétion de glucagon, qui elle est l'hormone hyperglycémiante, va être diminuée. L'insuline va alors se fixer au niveau de ces récepteurs cellulaires et favoriser la captation et l'entrée du glucose dans les cellules consommatrices. Au niveau du foie, le glucose va être stocké sous forme de glycogène grâce à la glycogénogénèse et il va également diminuer la synthèse de nouveau du glucose en diminuant la néoglucogénèse. Au niveau du muscle, c'est pareil, le glucose va être également stocké sous forme de glycogène, tandis qu'au niveau du tissu adipeux, il va être stocké et transformé sous forme de triglycérides. Donc parallèlement à tout ce petit processus, il existe une hormone qui va être sécrétée en réponse à l'hyperglycémie sanguine. Et cette hormone, c'est la GLP1, qu'on appelle également incrétine. Et cette incrétine, en fait, va tout simplement amplifier l'insulinosécrétion en réponse à l'hyperglycémie sanguine. La GLP1, par contre, va être rapidement inactivée par une enzyme qui est la DPP4. Et on verra par la suite que certains traitements antidiabétiques pourront agir sur ces incrétines. Dans le diabète de type 2, et notamment chez la personne sédentaire et en surpoids, on va avoir une insulinorésistance. Et cette insulinorésistance, elle va se traduire par une diminution du nombre de récepteurs et une diminution de l'affinité de l'insuline pour ces récepteurs. Cela va avoir pour conséquence une diminution de l'entrée du glucose dans la cellule, ce qui va maintenir un état d'hyperglycémie. On a également une anomalie de l'insulinosécrétion, qui va se traduire par une perte de pulsatilité de la sécrétion d'insuline. On va avoir plus de pro-insuline qui va être libérée par rapport à l'insuline. Au début de la maladie, on va avoir un hyperinsulinisme compensateur, mais progressivement, on va avoir la perte précoce du pic d'insuline. Et au fur et à mesure des années, les cellules bêta vont s'épuiser, ce qui va conduire à un risque d'insulinopénie. Quand on a un patient qui était sous antidiabétique oral depuis plusieurs années et qu'on voit que son hémoglobine glyquée n'arrive plus à être stabilisée et qu'il commence à perdre du poids, on se doute qu'il est en état d'insulinoréquérence, c'est-à-dire que les cellules bêta sont épuisées. Alors, la première classe qu'on va voir ensemble, ce sont les biguanides, avec la metformine que vous connaissez tous. Cette metformine, c'est un insulinosensibilisateur, c'est-à-dire qu'elle va agir sur l'insulinorésistance. Elle va favoriser et augmenter la sensibilité des cellules périphériques à l'insuline, et elle va diminuer la néoglucogénèse. La metformine agit notamment au niveau du muscle et au niveau du foie. Ça va être le traitement de première intention chez le patient diabétique de type 2, notamment chez le patient obèse. Bien sûr, c'est en cas d'échec des règles hygiéno-diététiques. Les principaux effets indésirables de la metformine, ça va être les troubles digestifs. C'est pour ça qu'on va conseiller aux patients de prendre sa metformine pendant les repas. On a un risque potentiellement très grave et redouté, c'est l'acidose lactique, qui est liée à l'inhibition de la néoglucogénèse qui va entraîner une accumulation des lactates. Ce sera très important de surveiller la clairance rénale d'un patient sous metformine. On a également un risque d'hépatotoxicité et de malabsorption de la vitamine B12. Les principales contre-indications, ça va être l'insuffisance rénale, pour limiter le risque d'acidose lactique, l'insuffisance hépatique sévère et également tout ce qui va être hypoxie tissulaire. La grossesse et l'allaitement va contre-indiquer tous les antidiabétiques oraux et on pourra utiliser uniquement les insulines parce que ce sont des grosses molécules qui ne passent pas la barrière fœto-placentaire. Pour limiter le risque d'acidose lactique, certaines associations vont être déconseillées, comme par exemple les produits de contraste iodé. Ce sera très important de suspendre la metformine 48 heures avant et de la reprendre 48 heures après l'utilisation d'un produit de contraste. Il faudra faire attention avec tout ce qui va être alcool et également les médicaments qui vont diminuer la perfusion rénale, comme par exemple les diurétiques, les inhibiteurs d'enzymes de conversion ou les antagonistes du système rénine-angiotensine de type 2. La metformine, elle n'a aucun risque de causer des hypoglycémies. Par contre, on a une deuxième famille de molécules, les sulfamides hypoglycémioléghlinides, qui, elles, vous allez le voir, peuvent causer des hypoglycémies. Ces molécules, elles vont agir directement au niveau de l'insulinosécrétion, c'est-à-dire directement au niveau du pancréas en stimulant la sécrétion d'insuline. On a par exemple le glipizide, le glyclaside, le glimépiride ou le glibenclamide. Elles peuvent être utilisées en première intention si on a une intolérance ou une contre-indication à la metformine, ou également en bithérapie, c'est-à-dire en association avec la metformine pour avoir une synergie d'action, et uniquement chez le patient à faible risque hypoglycémique. Parmi ces effets indésirables, donc comme je l'ai dit, sulfamide hypoglycémiant, du coup risque d'hypoglycémie. On a également un risque d'effet antabuse, ce qui contre-indiquera la prise d'alcool, quelques troubles sanguins comme par exemple des anémies ou des thrombopénies, et comme c'est un insulinosécréteur et que l'insuline est une hormone
orexigène, on a un risque de prise de poids. Donc les principales contre-indications, ça va être notamment les insuffisances rénales et hépatiques sévères, et également l'utilisation de myconazole, parce que le myconazole va empêcher la dégradation du sulfamide, du coup ça majore le risque d'hypoglycémie. On a également certaines associations qui devraient être déconseillées, comme les ANS et les AVK, parce qu'elles sont fortement liées aux protéines plasmatiques et peuvent interagir également avec les sulfamides. Il faudra faire attention avec les médicaments qui peuvent potentialiser le risque d'hypoglycémie, comme par exemple les bêta-bloquants. Ensuite, on a également le répaglinide. Donc ce répaglinide va avoir exactement le même mécanisme d'action que les sulfamides, excepté qu'il va avoir une demi-vie beaucoup plus courte, du coup il induit beaucoup moins d'hypoglycémie, et on va le privilégier notamment chez les patients à fort risque d'hypoglycémie ou chez la personne âgée. Le répaglinide, bien sûr, ne devra pas être utilisé de manière concomitante avec les sulfamides, et ne devra pas être utilisé non plus avec des fibrates. Une autre classe, les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon petit schéma du début de la présentation. Les alpha-glucosidases, ça va être les enzymes qui vont permettre de couper les polysaccharides en monosaccharides. Du coup, ils vont agir directement, ces inhibiteurs, au niveau de l'intestin. On a un représentant qui est la carbose, qui va être surtout utilisé pour les hyperglycémies postprandiales. Le principal effet indésirable, ça va être les troubles digestifs. Il est très très mal toléré au niveau digestif, peut entraîner des flatulences ou des diarrhées, et on constate dans certains cas des augmentations de transaminases. Ses principales contre-indications vont être l'insuffisance rénale sévère et également les patients souffrant de pathologies digestives chroniques comme par exemple les troubles de l'absorption, l'ulcération colique ou les hernies intestinales. Ensuite, on va avoir les molécules qui vont agir sur les incrétines. On a les inhibiteurs de la DPP4 qui est l'enzyme qui inactive le GLP1. On les appelle les incrétinopotentialisateurs. Et on a également les analogues du GLP1 qui, eux, sont des incrétinomimétiques et vont amplifier l'insulinosécrétion en cas d'hyperglycémie et également diminuer la sensation de faim et retarder la vidange gastrique. Tout d'abord, on va commencer par les inhibiteurs de la DPP4, qui sont les gliptines. On a notamment la sitagliptine, la vildagliptine, la saxagliptine et la linagliptine. Leurs principaux effets indésirables vont être le risque d'infection, notamment ORL, un risque rare mais à savoir de pancréatite aiguë, et également un risque d'angiodème, notamment en cas d'association avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion pouvant être utilisés chez le patient hypertendu. Il faudra donc faire très très attention avec cette association. Les gliptines sont contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale sévère. Les analogues du GLP1, quant à eux, ne sont administrés qu'en sous-cutané. On a l'exénatide, le dulaglutide, le liraglutide et le lixisénatide. On peut retrouver quelques troubles digestifs, notamment en début de traitement, quelques réactions en point d'injection, un risque également de pancréatite aiguë et également une perte de poids. On évitera donc de les utiliser chez les patients dénutris ou avec un faible IMC. L'insuffisance rénale sévère contre-indique l'utilisation des analogues du GLP1. A noter que ces inhibiteurs de la DPP4 et ces analogues du GLP1 induisent très très peu d'hypoglycémie. Alors la dernière classe de molécules, ça va être les glyphosines. Ce sont des inhibiteurs du SGLT2 qui vont en fait bloquer la réabsorption du glucose par le rein et favoriser une glycosurie. On a une seule molécule qui est commercialisée en France pour l'instant, c'est la dapaglifosine, le Forxiga. Les autres molécules que j'ai grisées, ne sont pas encore commercialisées en France. Les principaux effets indésirables, ça va être le risque de mycose gynécologique et d'infection urinaire, et bien sûr un risque de déshydratation. Pour l'instant, ces molécules sont très très peu utilisées parce qu'elles n'ont pas encore trop de place dans la stratégie thérapeutique et on n'a pas beaucoup de recul. Au bout d'un moment, quand le patient sera plus équilibré avec ses traitements antidiabétiques oraux et qu'il aura fait des bithérapies, voire des trithérapies, et qu'il va commencer à perdre du poids, on va devoir instaurer une insuline. En fait, il va être dans un état d'insulinoréquérence et ça va nécessiter l'instauration d'une insuline. Les insulines, elles vont se différencier par leur délai d'action, leur durée d'action et leur pic d'insuline. On va avoir quatre classes. On va avoir les analogues ultra rapides, où on va retrouver l'humalogue et le novorapide par exemple. Les insulines rapides, où on retrouve l'actrapide, l'insumane et l'humuline rapide. Dans les insulines d'action intermédiaire, on va avoir l'insulatar et l'humuline NPH. Et enfin, dans les insulines lentes, on retrouve le lévémir ou l'insuline glargine avec la Tougeo, la Lantus ou la Basaglar qui est le biosimilaire du Lantus. Dans la stratégie thérapeutique, on débutera d'abord avec une insuline basale, une insuline lente, en complément d'un traitement par antidiabétique oral. On préférera utiliser les insulines lentes plutôt que les analogues d'action intermédiaire car elles induisent beaucoup moins d'hypoglycémie, notamment d'hypoglycémie nocturne. On augmentera et on pourra augmenter progressivement les posologies. Et quand les traitements antidiabétiques oraux n'auront plus du tout leur place dans la stratégie thérapeutique, on finira par passer par un traitement uniquement constitué d'insuline et on pourra aller même jusqu'à faire des schémas basal-bolus en associant une insuline lente en traitement de fond et des analogues ultra rapides en fonction des hyperglycémies postprandiales.
Bien sûr, il sera très très important de contrôler régulièrement sa glycémie capillaire. Les principaux effets indésirables de l'insuline, ça va être le risque d'hypoglycémie. On a également un risque d'hypokaliémie parce que l'insuline favorise l'entrée du potassium à l'intérieur des cellules. Un risque de lipodystrophie, il faudra faire attention et bien varier les sites d'administration. On a également un effet orexigène. Du coup, cet effet, il va être assez important à prendre en compte parce que ça peut diminuer l'observance et la compliance du patient pour son traitement. Du coup, ce sera très important de bien lui expliquer ça. On a quelques réactions au site d'injection et des troubles visuels en début de traitement. Pour terminer cette présentation, j'aimerais qu'on parle un petit peu du risque d'hypoglycémie, parce que j'ai parlé de certaines molécules qui pouvaient induire des hypoglycémies, notamment les sulfamides, les répaglinides et bien sûr les insulines. Les analogues du GLP-1 et des PP4 induisent très peu d'hypoglycémie, sauf si elles sont en administration concomitante avec des sulfamides. Donc, où la conduite à tenir, c'est si le patient est conscient, il faudra arrêter toutes les activités, il faudra le resucrer avec 2-3 morceaux de sucre et bien contrôler sa glycémie capillaire 15 minutes après. Si le patient est comateux, eh ben, dans tous les cas, on pourra administrer 2 à 4 ampoules de glucose hypertonique 30% d'intraveineux. Ou si le patient est sous insuline, on pourra administrer du glucagon par voie intramusculaire ou sous-cutanée et éventuellement répéter 10 minutes après si c'est nécessaire. Sauf, et ça c'est très important de le souligner, c'est si le patient est sous sulfamide, il ne faudra surtout pas lui administrer du glucagon parce qu'on risque de potentialiser le risque d'hypoglycémie et d'augmenter l'hypoglycémie. Si on fait une hypoglycémie sous sulfamide, il faudra être obligatoirement hospitalisé et on lui administrera du glucose 10% en intraveineux pendant 24-48 heures. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Bon courage!